Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, même si je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. Je suis là pour vous, cher Patreon, parce que oui, c'est grâce à vous que je peux faire toutes ces vidéos, mes articles sur le blog, mes TikTok, mes vidéos YouTube, mes tweets, enfin bref, tout ce que je produis en termes de contenu, c'est rien que pour vous. Donc si vous n'êtes pas encore Patreon, bah rejoignez-nous, ça va être cool. Et puis aujourd'hui, je voudrais vous montrer un outil que j'ai trouvé super sympa à auto-héberger, donc ça va nécessiter un petit peu de place sur votre machine ou sur votre serveur, mais c'est un outil vraiment cool qui s'appelle Memoz avec un S, hein, donc je pense qu'on prononce un petit peu le S, qui est un hub de mémo, donc un logiciel de notes, de prise de notes, qui est open source, libre et qui fonctionne plutôt bien. Donc voilà, je vais vous apprendre à l'installer, je vais vous apprendre à l'utiliser, on va mettre ça en place très facilement. Je vais quand même vous faire une petite démo rapide parce qu'ils ont une petite démo en ligne pour que vous puissiez voir avant d'aller plus loin, vous puissiez évaluer si ça vaut le coup de poursuivre la lecture de cette vidéo. Mais comme je vois la démo est HS chez Memoz, il me met fail to find users, et bien tant pis, vous serez obligé de vous taper le tuto pour voir à quoi ça ressemble. Je n'y suis pour rien, c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, on a une petite, on voit un peu l'interface. Alors le concept de Memoz, pour faire simple, c'est que c'est un genre de Twitter mais perso quoi. C'est-à-dire vous pouvez le partager avec votre famille, vos collègues, vos amis, etc. Ou l'utiliser tout seul. Et ça met des espèces de tweets, de notes comme ça qui sont dans une timeline. Et après il y a toutes les options pour filtrer les timelines, pour faire plein de choses. Donc on a deux façons d'installer l'outil, soit from scratch directement sur le serveur. Donc là vous allez sur la page GitHub, il y a la documentation, il y a plein de trucs et il vous explique comment l'installer, etc. Soit on va faire un truc vachement plus simple, puisque j'en ai parlé beaucoup dans mes vidéos précédentes, on va le lancer avec Docker. Alors on peut faire deux installs différentes de Docker, on peut soit le lancer comme ça directement, pour un test ça sera très bien, sinon dedans il y a les Docker Compose qui sont là ici, donc celui-ci par exemple, et on peut comme ça utiliser Memoz, lancer Memoz au travers d'un Docker Compose. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas Docker Compose, à regarder mes vidéos sur Docker, parce que vous allez tout comprendre sur Docker, notamment Docker Compose, vous allez voir comment c'est trop cool pour tester ce genre d'outils. Mais voilà, je vais pas y revenir. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se prendre la tête, on va le lancer. Voilà, l'idée de cette vidéo, c'est de faire un truc rapide, de faire une vidéo de découverte un peu, puis ça vous plaît, vous pourrez vraiment l'installer proprement. Donc nous, on va le lancer très facilement avec la commande que je vais lancer dans mon terminal. Donc je vais agrandir un peu mon terminal pour que vous soyez pas obligé de sortir le monocle. Voilà, je vais bouger ça un petit peu ailleurs, pour avoir plus de place. Et on va faire un Docker Run. Donc ça, c'est pour lancer une commande Docker avec différents paramètres. Donc on a un Docker Run qui est, comme je disais, nécessaire pour démarrer un nouveau conteneur. Il faudra évidemment une image Docker pour que ça fonctionne. Alors on va essayer le paramètre -d. -d, ça sert à quoi? C'est pour le lancer en mode démon. Certains disent détaché. L'idée, c'est que ça fonctionne en arrière-plan. Il va pas squatter le terminal. Si vous mettez pas cette option, vous allez avoir le Docker qui défile dans le terminal, et si vous quittez le terminal, ça va shooter le Docker. Si avec l'option D, -D, vous pouvez fermer le terminal ou continuer à travailler dedans, ça va pas stopper le Docker. Ensuite, on va lancer la commande init qui permet d'initier le conteneur tout simplement. Ensuite, on va lui donner un petit nom à notre conteneur. Alors, ça s'appelle Memoz, donc on va faire -name Memoz. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça évitera qu'il y ait des conteneurs qui seront mal étiquetés dans votre gestion de conteneur après Docker. Donc voilà. Ensuite, on a le paramètre publish suivi des ports qu'on veut mapper. Donc on a le port pour Memoz qui est le 5230, et donc ça c'est le port côté Docker, et moi je veux qu'il soit accessible sur ma machine par le port 5230. Donc ça bouge pas. Si vous vouliez le mettre sur le port 80, il faudrait faire port 80 comme ça. Donc voilà, moi je vais rester sur 5230 puisque c'est le port par défaut, et basta. Ensuite on fait --volume. Alors volume, ça permet de spécifier le mappage entre le volume de l'hôte et le conteneur. Donc c'est-à-dire de dire que tel répertoire qui est présent sur le Docker sera partagé, sera mappé, plutôt correspondra à tel répertoire sur mon ordi. Donc la même chose, tout à l'heure j'ai dit que 5230 c'était celui-ci c'était la partie côté, le premier c'était côté Memoz, mais en fait c'est l'inverse, je me suis trompé. Si par exemple je voulais mapper en local le port ici, c'est 80 et 5230 ici pour la partie Memoz. Donc voilà, la première partie, je vous l'ai dit, je suis fatigué, la première partie c'est en local sur mon ordi, sur l'autre, et la deuxième c'est vraiment côté Docker. Donc là c'est pareil, en fait, moi sur mon ordi côté Memoz, je vais me mettre dans un répertoire home, un dossier qui va s'appeler .memoz, d'accord? Et ensuite pour le mapper, je vais faire juste 2 points pour dire voilà, tu vas le mapper, et là derrière je vais mettre le dossier qui est dans l'image Docker et qui correspond en fait au système de Memoz côté Docker. Donc c'est var opt/memoz. Comme ça c'est mappé, on est content, et ensuite il nous manque l'image, parce que oui, Memoz ils ont une image. Donc là je vais récupérer ce qu'il y a dans la doc, c'est-à-dire le lien vers
récupère leur image dans sa dernière version. Voilà, les 2 latest, c'est la dernière version. Donc voilà, je vais lancer ça. Ça aurait dû, pardon, normalement lancer Docker, mais j'ai oublié de lancer le Docker derrière. Donc je vais lancer mon application Docker pour que le démon Docker soit disponible et ensuite puisse gérer le truc. Je ne lance pas automatiquement au démarrage Docker parce que ça peut bouffer parfois un peu de mémoire. Et j'aime bien bosser léger. Donc, mon Docker est lancé, donc moi j'ai toutes mes machines ici, etc. On voit, voilà, on voit pas grand chose, mais comme il est lancé, je vais pouvoir après derrière lancer la partie, voilà, Docker Run comme ça. Donc là, il va aller récupérer l'image, parce qu'il la trouve pas localement. Il la récupère, il l'installe et il la fait tourner. C'est-à-dire que moi, côté client ici, alors je vais décocher ça. Voilà, j'ai Memos qui est là. Il s'est lancé, il est là, il est dans mon Docker, enfin dans mon client Docker, donc je le vois. Voilà, il est là. Donc maintenant, j'ai plus qu'à y accéder sur le port 5230 avec mon navigateur. C'est aussi simple que ça. Hein. Et donc cette démo que je viens de vous faire avec Memos, mais vous pouvez la faire pour quasiment tous les logiciels libres hein, qui proposent des installants Docker ou des fichiers Docker Compose, ou alors aussi pour ceux qui ont un Synology, vous pouvez lancer des Docker au travers du Synology. Donc ça peut fonctionner aussi. Memos peut être installé comme ça sur votre Syno et vous pouvez l'utiliser tranquillou quoi. Donc je lance une fenêtre, je vais taper localhost 2 et 5230. Voilà, on voit que ça tourne derrière. Et là, il me précise que je suis en train de m'enregistrer comme l'hôte du site. Donc le premier login, en fait, c'est un enregistrement et c'est moi le patron. Donc je vais mettre mon username, mon mot de passe et je me sign up as host. Voilà. Et donc là, je suis connecté à Memos et il est immédiatement fonctionnel. Donc ça, c'est assez formidable. Hein. Il suffit que le Docker tourne et il est fonctionnel. Tout ce que je vais faire sera évidemment conservé puisque côté dossier utilisateur ici, je dois avoir, si je dis pas de bêtises, mais il doit être en répertoire caché. Donc je vais y aller avec le terminal, ce sera plus simple. Si je vais ici, voilà, je suis dans le dossier Memos et si je l'ouvre dans mon gestionnaire de fichiers, vous voyez, j'ai des fichiers qui sont créés. Donc ça, c'est des fichiers qui sont utilisés. C'est la base en fait de Memos qui vont être conservés, qui va être conservé. Donc si je relance mon Docker, si je relance mon système, etc., le mapping sera toujours dans la commande initiale que j'ai faite et il saura retrouver ses petits avec la base de données. Voilà, donc on va aller voir d'abord les paramètres pour voir un peu ce qu'on peut faire sur la config. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez une API, donc ça va permettre de faire des posts, d'interagir finalement avec Memos directement dans votre code, vos scripts, etc. Donc ça peut être pas mal si vous voulez auto-poster des choses dans vos notes très facilement ou en sortir des choses. Au niveau des préférences, on a différentes langues, donc on peut basculer en français. Le thème, on peut choisir de suivre le système. Donc si par exemple, je vais enregistrer, là donc je suis en mode sombre, mais si je voulais mettre en light, en lumineux, voilà, c'est moi qui choisis en fait le style. Pour vos petits yeux, je vais rester en mode selon le système. Visibilité du mémo par défaut, on choisit quand on poste quelque chose, est-ce qu'on veut que tout le monde puisse le voir par défaut, ou est-ce que c'est privé, ou que par les gens inscrits, etc. Sache que ce que je comprends, c'est au niveau des dates et heures, c'est pour décaler les heures en fonction de votre fuseau horaire. Ça, c'est pour activer ou pas le double-clic. Réduction automatique, ok. On peut mettre un lien avec un bot Telegram, donc ça permet par exemple de remonter des infos côté Telegram pour être averti. Ici, vous pouvez créer des users, en supprimer, etc. On a au niveau du système le nom, parce que évidemment vous pouvez après mettre un nom de domaine, etc. Alors là c'est la base, la base voilà, elle s'appelle comme ça, on peut la remapper sur une autre base si vous voulez, mais je vous déconseille de toucher à ça. Vacuum, ça permet de nettoyer la base, je sais pas si ça la reset vraiment ou si ça fait juste un petit nettoyage, donc voilà, on verra bien. Je vais rafraîchir, rien n'a changé, donc je pense qu'on est bon, c'est vraiment pour faire un petit ménage. Ici donc si vous avez un Memos qui est destiné au public, vous pouvez autoriser l'inscription des utilisateurs, ignorer les mises à jour, désactiver les mémos publics, parce que là effectivement les gens pourraient voir tous les mémos. Donc si je veux pas que ce soit public, je veux pas que le site soit accessible au public, donc je peux cocher cette partie là. On a de l'upload de fichiers, donc on choisit quelle taille de fichier max on peut mettre. Voilà, après il y a plein de clés API, je vais les renseigner après parce que je veux pas vous les montrer à l'écran, mais voilà, l'intérêt de ça c'est qu'on a une fonction intelligence artificielle qu'on ira voir après. Et puis vous pouvez tout personnaliser avec du style CSS, donc vous n'avez pas les besoins d'aller gratter dans le code source de Memos pour pouvoir changer, je sais pas, des couleurs, des styles, même de l'agencement des divs, des blocs, etc. Vous pouvez faire du code CSS custom et du code JavaScript custom qui sera intégré dans le site. Comme ça, vous sauvegardez ça, ou en tout cas, ça
ça reste dans la base. Et ensuite, si vous voulez redéployer un Memos ailleurs, vous récupérez la base ou vous remettez les mêmes codes et vous retrouvez votre design d'avant sans aucun souci. On a deux fonctions en bêta. On a la partie storage où on stocke les fichiers. Donc là, il est stocké sous la forme d'une base de données. Ça peut être sous la forme d'un stockage local aussi. Et on a une storage service list. On est sur du object storage, donc c'est-à-dire du stockage de type objet. Et un des prestataires, enfin en tout cas des services les plus connus pour l'object storage, c'est Amazon S3. Et tous les services qui font pareil que S3, c'est-à-dire de l'object storage, on peut ici créer un nouveau point d'accès avec tous les paramètres, les serveurs, etc., les bucket names et tout ça pour pouvoir stocker sa base côté S3, stocker les datas côté S3. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'object storage, je vous invite à aller jeter un œil à une vidéo qui ne sera peut-être pas sortie quand j'aurai publié celle-ci, mais qui parle d'une boîte qui s'appelle Levia, qui propose de l'object storage pas cher et super cool, facile à utiliser. Voilà, ça s'écrit Levia. Et dans cette vidéo, je vous fais une démo en fait de comment on backup un NAS et comment on peut même synchro des fichiers de votre ordinateur vers leur service d'object storage. On retrouve, c'est le même concept avec ça. Voilà, Memos peut se brancher sur l'object storage. Fin de la parenthèse. Ensuite, on a SSO. Là, pareil, c'est pour connecter une base utilisateur avec Memos, parce que là, je crée des comptes, mais vous n'avez peut-être pas envie, si vous avez déjà une base utilisateur, qu'elle soit sur GitLab, Google, GitHub, etc. Vous n'avez pas envie forcément de recréer tous les users, donc vous pouvez spécifier ici le truc. Donc voilà, c'est un outil, franchement, qui pense loin, quoi. C'est pas juste tu crées des comptes et après tu te débrouilles et ça s'intègre pas bien dans ton système, quoi. Dans tes process, etc. Là, on a vraiment des connexions avec Telegram d'abord, avec des services d'object storage, avec du SSO. On peut faire vraiment beaucoup de choses, y compris sur la customisation du style de l'application. Concrètement, c'est un outil qui est pensé long terme, qui est pensé pour être intégré dans les boîtes, qui est pensé pour être super pratique pour tout le monde. Alors maintenant, je vais aller voir mon compte, voir un peu ce que je peux customiser. Bon, je suis en français, mais vous voyez, il n'est pas super bien traduit. Il y a des choses qui sont traduites, comme ici mon compte ou à propos, et j'ai d'autres choses qui sont pas traduites ici, comme AskAI ou Daily Review. Bon voilà, c'est un peu du franglais, mais ça c'est la faute des contributeurs. Si vous ne contribuez pas, vous ne traduisez pas, donc c'est votre faute à tous. C'est de ma faute aussi, c'est notre faute commune, parce que comme c'est un logiciel open source, on peut tous participer, contribuer pour proposer une traduction la mieux possible. Voilà, d'ailleurs on n'en parle pas assez souvent, mais le logiciel libre a souvent besoin de gens capables de traduire les outils ou qui veulent traduire les outils. C'est pas très compliqué à faire. Faut se rapprocher de la communauté et leur dire voilà, moi je voudrais faire une version française ou améliorer la version française existante. Aidez-moi, comment je fais. Les gens souvent vont vous aider, même si vous n'y connaissez rien en technique, ils vont vous expliquer comment faire. Et puis après, vous serez indépendant sur le truc et vous pouvez faire des super trades de l'outil, quoi. Voilà, donc avant d'aller plus loin, on va déjà poster une première idée. Donc c'est comme Twitter, voilà. Donc par exemple, je voudrais creuser une mare dans mon jardin. Alors on va prendre des exemples qui sont pas un peu tech, qui sont pas tech. Je mets ça dans ma... Alors après, je peux mettre des hashtags. Donc là, c'est ma inbox, mais je pourrais mettre par exemple nature, nature, voilà. C'est mes petits hashtags pour ensuite pouvoir les rechercher plus facilement. C'est de la catégorie, quoi, si vous voulez. On peut les catégoriser comme ça. Ce qui est sympa, c'est qu'une fois créés, on les retrouve ici. Donc là, j'ai que inbox parce que c'est le truc par défaut, mais nature sera créé au coup d'après. On peut aussi faire une espèce de checklist. Alors c'est du markdown, mais je veux dire, par exemple, prendre une pelle, creuser un trou et remplir avec de l'eau. Voilà, c'est pas bien compliqué. Je vous montrerai après comment on coche le truc. Par exemple, prendre une pelle, je vais dire que je l'ai coché, je vais mettre un petit X dedans. On a ensuite ici la notion de citation. Donc on peut écrire, voilà, j'ai mis creuser une mare, je l'ai mis dans un bloc citation. Mais si vous avez un bout de code à mettre, ça peut être pas mal. Là, ça, je vais l'enlever. On va essayer de mettre un petit bout de code pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc si je fais un Hello World dans Python, ici, je vais mettre un peu plus en bas et je vais dire, voilà, je crée une zone de code et tu mets ton script. Ensuite, ici, on peut joindre des fichiers. Donc soit on va aller chercher des fichiers qui sont déjà déposés, soit on va créer un fichier. Donc soit à partir d'un lien externe, on va importer, en tout cas, on va le linker, soit un fichier local. Donc je prends une image, alors je la prends WebP, on va voir si ça passe. Je crée le fichier et il est intégré. Alors il sera peut-être pas forcément un fichier parce que je sais pas si le format WebP est présent ou pas, enfin est supporté ou pas. On a un mode ici sans distraction aussi, c'est les petits, vous voyez le petit cadre ici. Ça permet d'avoir plus de place pour écrire si vous n'êtes pas à l'aise avec ce tout petit espace à la Twitter. Là vous pouvez vous lâcher, vous faire un truc complet. Et puis chose importante, ici on choisit le type de visibilité, sachant que moi dans les paramètres j'ai désactivé les mémos publics, donc par défaut ils seront en privé. Je sauvegarde, voilà. Et là qu'est-ce que je vois ? Je vois que dans ma timeline j'ai mon image, j'ai mon
code qui est mis en avant dans une div spéciale, j'ai ma to-do list. Alors là, le truc, c'est que j'ai mis un X. Je pensais que ça allait à cocher, mais finalement, non. Il faut que je la coche moi après. Donc, si je veux le modifier, ça, je vais faire ici, il y a 3 petits points et je peux modifier. Donc, je vais. Ce qui est rigolo, c'est que, ouais, c'est parce j'avais mis un espace. Voilà, il faut un X, mais sans espace. Voilà, et donc là, il me l'a coché comme ça directement. Donc, je peux faire évoluer finalement ma to-do list directement ici. En termes de paramétrage ici, donc j'ai épinglé, ça va le laisser en haut de la timeline. Modifier, on l'a vu. Partager, bah forcément, vous en doutez, ça permet de partager ça voilà, à d'autres gens, récupérer un lien. Il y a même un petit QR code si vous voulez le diffuser autrement. On voit ici qu'avec mes hashtags inbox et nature, si je mets installer un nid pour les chauves-souris, voilà. Si je vais ici dans les hashtags, vous voyez, nature a été rajouté comme je le disais. Donc je peux juste le choisir, tac, et il se rajoutera comme ça. Donc je sauvegarde. Voilà, j'en ai un deuxième. Alors celui-là, je l'ai épinglé, donc il se retrouve en haut. Mais si je le désépingle, c'est toujours le dernier qu'on a mis qui se retrouve en top de la liste. Voilà. Et si je clique sur nature ici, bah, j'ai le filtre que nature. Si je clique juste sur inbox, j'aurai que celui qui est que tous les mémos qui sont dans inbox. Bon voilà, j'enfonce peut-être un peu des portes ouvertes pour vous, mais c'est pour vous montrer un peu l'interface, vous soyez capable de la prendre en main très facilement. Voilà, marque ici, c'est une fonctionnalité qui est intéressante parce qu'on peut référer à un mémo dans un autre mémo. Donc par exemple, ce que je pourrais dire, c'est se déguiser en Batman, parce que si je veux attraper des chauves-souris, il faut que je me déguise en Batman, et je vais marquer mon nid de chauve-souris dedans. Voilà, comme ça, quand je sauvegarde, il y a une référence en fait dans mon mémo se déguiser en Batman, une référence au nid de chauve-souris. Et quand je clique, bah, il s'ouvre en pleine page. Voilà, parce que chaque mémo a sa propre URL. Vous pouvez évidemment mettre votre nom de domaine, etc. Il n'y a pas de souci. Hein. Ensuite, on peut archiver. Quand j'en ai plus besoin, j'archive. Et puis, supprimer une note si vous voulez, quoi. Voilà. Donc, c'est irréversible, attention, mais voilà, on peut supprimer. On a ici à droite des fonctionnalités de recherche. Donc, on peut taper, par exemple, si je tape juste creuser, alors j'ai oublié le E, creuser, il va me sortir que le mémo où je parle de creuser une marque. Donc, ça, c'est juste un filtre. On a ici les dates, parce que chaque mémo enregistré a sa propre date. Hein, vous l'avez sauvegardé à telle date, etc. Donc, vous pouvez remonter en arrière en fonction de ce qui a été créé à telle date, etc. On a ici des notions de raccourcis. Donc, quand on clique sur plus, on peut créer des raccourcis. Par exemple, nature, et on peut créer un nouveau filtre où je dis le tag contient nature. Ou alors, et alors, je peux dire aussi que le texte commence ou contient, ou ne contient pas, tel ou tel contenu. Alors, ça utilise des regex, donc on peut aussi filtrer pas mal. Donc voilà, ça c'est des accès rapides. Vous pouvez vous configurer comme ça des petits accès rapides. C'est plutôt sympa si vous travaillez sur différents projets ou différentes thématiques et que tout est au même endroit. Vous pouvez filtrer très facilement comme ça. On a ensuite les étiquettes. Ça, on les a vues. Hein, elles se rajoutent automatiquement. On peut en créer des nouvelles. Si vous n'avez pas encore créé de mémo autour de ça, si je fais par exemple un mémo, un tag voiture, voilà, je le rajoute. J'ai voiture qui s'est rajouté. Et si je l'ai dans la liste, voiture. Bon, voilà, ça c'est pour l'interface sur la home. Et puis après, il y a plein de choses. Après, il y a le daily review qui est un peu la timeline pour voir un peu ce qu'on a fait à telle date. Donc aujourd'hui, on est le 17 juin. Si je voulais remonter le 16, par exemple, j'ai rien créé le 16, j'ai rien créé le 15. C'est une autre vue en fait de ce qu'on voit ici au niveau de la recherche du calendrier. C'est une façon de voir un peu tout ce qui a été saisi tel ou tel jour. Les ressources, évidemment, c'est tous les fichiers que j'ai uploadés. Donc on peut faire des recherches dedans, on peut les supprimer, on peut même les partager en copiant le lien. Donc c'est-à-dire si vous mettez un fichier partagé, un fichier, vous pouvez même le partager en tant que tel. Je vais vous montrer. Voilà, là il est dispo, il est intégrable, c'est le lien direct vers le fichier. On peut reset le lien aussi, donc ça va le casser. Il dit voilà, ça reset le lien, va casser le lien partout où tu l'utilises. Donc ça permet par exemple sans supprimer un fichier de le retirer d'un seul coup, donc ça va faire un peu sale, mais de le retirer de toutes les notes. Ensuite on a la section explorer qui est vide actuellement parce qu'il n'y a pas de mémo dedans. Disons que j'en ai pas fait assez pour aller voir le truc. Mais ça permet de se balader dans les mémos des autres. C'est un peu pour naviguer dans tous les mémos qui sont dans la base de données. Ensuite on a AskAI. Alors ça va pas marcher parce que j'ai pas mis la clé à OpenAI, mais on va le faire. Donc je vais dans les paramètres, système, et je vais la rajouter ici. Je vous la montre pas, hein, ça sert à rien, et puis je vous reprends tout de suite. Donc je retourne dans AskAI, et puis je vais dire quel est le prénom de... non, c'est un peu con ça, c'est une question. On va plutôt faire par exemple, fais-moi une to-do list pour creuser une mare naturelle dans mon jardin. Voilà. Prendre des exemples qui sont pas tech, parce que ça change un peu. Il y en a marre de la tech. Donc lui, il va aller interroger l'API d'OpenAI, et il va me créer ma to-do list que je veux. Donc voilà, c'est une petite intégration facile, c'est pas mal. Après là, ici, on peut créer, alors si je fais sur plus, ici, je peux créer des sessions. C'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs sessions différentes et puis rester dedans à un moment et puis les supprimer si on n'a plus besoin, etc. Alors, il n'y a pas d'option d'intégration tout de suite de ce que j'ai mis là directement dans une note. Donc, il faudra copier-coller. Par exemple, si je fais ça,
ça. Voilà, ou par exemple, je lui dis formate cette liste sous la forme d'une liste en Markdown. Enfin, je lui propose ça, lui va m'adapter ma liste. Elle sera au format Markdown, donc je pourrais l'intégrer directement dans un mémo, par exemple. Bon, il me l'a pas du tout fait avec les petites encoches. Il aurait peut-être fallu que je montre un exemple. Je vais le faire vraiment pour le sport. Voilà, je dis formate cette liste pour que chaque élément commence par un crochet comme ça. Je vais peut-être même virer l'espace au milieu. Je suis pas sûr que ça passe. Et je vais prendre par exemple le premier et je vais mettre les crochets. Tac, je crois d'ailleurs qu'il faut un petit tiret. Je me souviens plus. On va voir. On va essayer comme ça. Évidemment, la clé OpenAI, bah, ça consomme un peu de crédit. Hein, donc faites attention de pas trop en cramer. Voilà. Donc là, j'ai utilisé l'IA pour faire ce que j'avais à faire. Je vais la sauvegarder. Confirmer. Voilà. J'ai une session tout doux. Bon voilà. J'ai perdu les messages, mais que j'avais créé parce que je l'ai pas mis dans une session, mais c'était le concept. Je vais créer ma to-do list ici. Donc j'ai juste collé dedans. Je sauvegarde. J'ai dû me tromper sur le style parce que là, si je regarde modifier, si j'ai dit, ouais, c'est tirer crochet avec un espace. Donc j'aurais dû demander un formatage comme ça. Je l'ai mal fait, donc je me retrouve avec les petits crochets comme ça. Mais si j'avais utilisé ça à la place, voilà, comme j'ai dit celui-là, modifier. Si j'avais demandé une liste formatée comme ça, j'aurais des vraies cases à cocher sur tous mes éléments. Donc l'IA peut permettre, en tout cas dans ce contexte, vous pouvez l'utiliser à côté. Hein, franchement, ça apporte pas énormément de choses. En plus, on peut pas forcément éditer les trucs, mais plutôt sous cette forme de points. Et là, je vais mettre ça et je vais remettre le premier. Qui devrait avoir quelque chose d'un peu plus correct. Mais voilà, l'IA est pas folle là-dedans. Hein, c'est pas super intégré, mais ça permet de retraiter des choses, d'avoir des idées, des suggestions, des choses comme ça, sans quitter Memos. Bon, concrètement, je pense pas que vous l'utilisiez. Si vous utilisez déjà ChatGPT, vous aurez peut-être un onglet ouvert de ChatGPT à côté. Donc là, voilà, il supporte bien le truc, il me l'affiche propre. Et après, si je le récupère, je sais même pas si je vais avoir les listes en fait, non, parce qu'il la met en forme. Donc ça, pour moi, c'est un bug. On devrait pouvoir copier-coller le truc directement. Là, en fait, il va m'éliminer les cases et dans mon copier-coller, je les aurais pas en fait. Donc il le met en forme dans le truc. C'est pas volontaire, je pense, de la part des développeurs de Memos. Ça doit être juste un souci, un bug, un truc à corriger. Donc tant pis, mon exemple tombe à l'eau, mais j'y suis pour rien. Et archiver, donc c'est les trucs qu'on a archivés, qui ne nous servent plus à rien et on peut soit les restaurer, soit les supprimer. Bon, ça c'est facile. Et puis settings, bah voilà, hein, on est déjà venu dans settings. Alors évidemment, ici, je vous invite à aller voir la documentation hein, pour pouvoir appeler, discuter avec l'API Memos. Voilà, on voit ici alors on voit des infos. Voilà, on a toute la liste, on a ce qu'il faut, le creator ID, etc. Voilà, comme ça, on peut utiliser ça, poster des choses. Voilà, une API, donc c'est plutôt pratique. Voilà. Et le flux RSS, j'en ai pas parlé. Je peux pas vous le montrer comme ça directement, mais il y a un flux RSS qui est disponible ici. Vous pouvez l'intégrer dans vos outils de veille et donc du coup de suivre soit vos propres mémos, c'est les avoir dans votre outil, soit suivre ceux des autres s'ils sont en public ou ils vous sont visibles parce que vous avez partagé avec d'autres gens. Voilà, donc c'est vraiment un super outil. Je voulais en faire un petit tour, je voulais vous le montrer. Ça peut aisément remplacer un outil comme Evernote, comme Notes d'Apple, comme ce genre d'outils, quoi, comme enfin je sais même pas sous Microsoft si c'est OneNote ou autre chose, mais voilà, vous pouvez comme ça auto-héberger ce truc sur votre serveur, sur votre Synology, sur un Raspberry Pi, ce que vous voulez, et avoir votre outil de prise de notes super accessible, super facile, très agréable. La timeline en mode Twitter, moi j'aime beaucoup parce que on n'est pas dépaysé, on connaît bien ce format de timeline, et en plus il y a tous les outils, que ce soit le moteur de recherche, le support des regex, les étiquettes, les raccourcis, tout ce qu'il faut pour une fois qu'on a beaucoup de notes, pouvoir s'y retrouver. Même le fait de pouvoir intégrer des marqueurs d'autres notes dans de nouvelles notes, ça permet de garder un historique, etc. Ça peut être pratique par exemple, pour faire une note générale, globale, un peu de référence et y intégrer toutes les notes secondaires dedans. Donc voilà, concrètement c'est pas mal. J'ai pas testé un seul truc, c'est le support du Markdown dans les notes. Bon, on va tester ça tout de suite. Donc en gros je mets un lien en Markdown. Voilà, bon, vous pouvez clairement écrire en Markdown, j'imagine. Quoique il a pas mis je l'ai peut-être fait à l'envers. Oui, je l'ai fait à l'envers. Je me suis trompé. On va recommencer. Modifier. Voilà, c'est plutôt l'inverse, à savoir cliquer ici et le lien entre parenthèses. Mais voilà, après on peut par exemple mettre un titre, faire dièse, titre, voir si ça passe. Voilà, on est donc sur du format support Markdown complet. Donc, vous pouvez aussi mettre des styles, faire plein de choses. On va juste apprendre la syntaxe Markdown, qui est une syntaxe hyper facile à prendre en main. Il y a plein de sites qui vous expliqueront comment faire. Il y a même des convertisseurs, hein, si vous voulez, des éditeurs. Mais c'est pas une syntaxe compliquée. Hein. Une fois qu'on sait faire de l'italique, du gras, des titres et des liens, le reste, on peut s'amuser à faire des listes ou autre chose. Mais après, le reste, c'est un peu du secondaire, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'utilise. Donc voilà, c'est un bon outil. Je voulais vraiment le
détailler un peu, j'en ai fait un article de blog, mais j'étais pas rentré aussi loin dans le détail. Je voulais vraiment le partager avec vous parce que je sais que vous avez besoin de prendre des notes, des choses comme ça à titre personnel. Si des formats comme le wiki ça vous va pas, si des formats comme Evernote, Notes d'Apple ou ce genre de trucs ça vous casse les pieds, c'est un outil à tester, à expérimenter. Voilà, c'est dispo sur GitHub, ça s'appelle Memos, c'est gratuit, c'est open source, bref, c'est le kiff. J'espère que ça vous aura plu, bidouillez bien, et puis je vous dis à très bientôt, et encore merci les Patreons. Et si vous n'êtes pas sur Patreon, allez sur patreon.com/Corben et vous pourrez vous abonner et avoir accès à ce que vous venez de voir, mais bien avant tout le monde. Et puis surtout, vous pourrez me demander un peu ce que vous voulez en termes de contenu. Voilà, moi, vous me faites des suggestions, si je trouve ça cool, je vous fais une petite vidéo, je vous débrouille le truc, je vous explique, pas de souci. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.